Voilà. Voilà, on disait que on a eu Antenne Réunion qui est venue filmer juste avant, mais qu'à part ça, vous êtes le seul journaliste avec Antenne Réunion aujourd'hui. Merci d'être venu en tout cas. Voilà. Alors je répète, puisque maintenant donc nous avons un journaliste, et ils m'ont interrogé sur la Grèce à Antenne Réunion et sur la situation en Grèce et puis sur ma tournée. Je n'ai pas eu l'occasion, vous avez vu comment ça a duré. D'ailleurs je devais avoir 2 minutes, j'ai eu à peu près 5 minutes, donc c'est très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de dire à Antenne Réunion que nous présentions des listes aux élections régionales et que nous avions donc bouclé la liste, ce que je dis. Nous avons bouclé la liste, nous avons donc nos 47 candidats et candidates, même une de plus, si j'ai bien compris, mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à étoffer cette liste parce qu'on voudrait avoir un petit matelas de sécurité. On voudrait avoir jusqu'à 60 candidats pour ensuite choisir ceux qui sont les plus motivés et bien vérifier qu'ils sont, c'est ce dont on parlait juste à l'instant, qu'ils sont bien éligibles, c'est-à-dire soit qu'ils payent leurs impôts locaux à l'île de la Réunion, soit qu'ils sont sur les listes électorales, et certificats qui devra avoir moins de 1 mois au moment du dépôt de la liste. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui seront candidats et candidates que ce sera pour eux un tour de chauffe, si j'ose dire, surtout ceux qui sont les plus motivés, pour ensuite que nous leur donnions éventuellement l'investiture de l'UPR pour être candidat aux élections législatives de 2017. Alors, je ne sais plus combien il y a de députés à l'île de la Réunion, je crois qu'il y en a 7, et il y en a 2 à Mayotte. Alors malheureusement à Mayotte, il n'y a pas d'élection régionale, mais à La Réunion, il y a 7 députés, donc il nous faudra 14 candidats pour l'île de la Réunion. On essaiera d'ailleurs d'avoir des hommes et des femmes. Vous comprenez bien que là, comme on va présenter 47 candidats et candidates, il sera assez facile, je pense, de trouver 14 personnes pour être candidats et suppléants pour les élections législatives de 2017. Donc une des raisons pour lesquelles nous allons aux élections régionales, c'est également que ça nous permet de créer, passez-moi cette expression, mais de créer un peu un vivier de candidats que nous pourrons présenter, s'ils le veulent, bien entendu. Mais comme on en aura 47, ça serait bien le diable qu'il n'y en ait pas 14 sur les 47 qui ne soient pas d'accord, pour être candidats pour les élections législatives de juin 2017, qui vont arriver assez vite, finalement, puisque ça n'est jamais que dans 2 ans. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, donc, c'est outre que j'ai été très très bien accueilli, j'ai quand même eu l'occasion de parler à plusieurs centaines de personnes, donc au pif, une moyenne s'est allée entre 30 et 70, donc ça veut dire une moyenne, mettons, de 50 personnes. Ça veut dire qu'on a touché, au cours des 9 réunions publiques que j'ai faites ici et à Mayotte, 7 à La Réunion, 2 à Mayotte, ça veut dire que j'ai dû parler à peu près à 450 personnes. Alors peut-être il y en a un certain nombre qui sont allés à plusieurs conférences, mais disons il y a bien eu au moins 350 à 380 personnes différentes, sans compter, je l'ai dit tout à l'heure, la couverture médiatique, qui est une très bonne couverture médiatique. J'en profite pour remercier Dominique, notre délégué de l'île de la Réunion, délégué de l'Océan Indien, et puis aussi tous ceux qui l'ont aidé. Je pense à David Apadou notamment. Et puis le problème, quand on commence à citer les noms, c'est qu'après il faut que je dise Philippe Poirot, et puis après je me dis qu'est-ce que j'ai oublié. Donc en gros, Laurent absolument, Laurent Johan qui est là. Donc tous ceux qui sont là et qui nous ont aidés. Il y a une petite équipe formidable à La Réunion. Mon rêve le plus cher serait que, comme on a maintenant plus de 80 adhérents, il y en ait davantage qui deviennent des militants. Parce qu'il y a des adhérents, puis il y a les militants. Voilà. J'aimerais aussi que ceux qui ont oublié, qui ne sont pas tout à fait à jour de cotisation, n'oublient pas de le faire. C'est pas la mer à boire de verser 30 €, surtout lorsqu'on paye son impôt sur le revenu. Ça ne fait jamais que 10 € en bout de course, puisque vous pouvez ensuite déduire 20 € de votre impôt sur le revenu si vous le payez. Donc c'est quand même pas cher. Pour nous, c'est évidemment quand même important, parce que 30 €, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vivre. Les salles comme celle-ci sont des salles qui sont payantes. Donc les buffets que vous avez consommés, même si on a fait parfois... Mais non, parce que les adhérents, justement, on les facturait. Donc on facture un petit droit d'entrée pour les conférences publiques pour nous permettre de payer un petit peu les salles et de payer le buffet, parce que
en réalité, ils ne vont pas voler les supermarchés pour organiser le buffet. Donc ça nous coûte quand même un petit peu d'argent. Voilà. Alors on essaye dans la mesure du possible, on aimerait que ce soit des opérations à peu près équilibrées, c'est pas toujours le cas. Dès qu'une opération n'est pas équilibrée, si une opération nous coûte une réunion publique nous coûte 150 €, c'est 15 adhésions à 10 €. Hein. Mais c'est aussi brutal que ça, puisque nous n'avons pas d'autre argent que ce que nous donnent les adhérents et les donateurs. Hein. Donc ça, c'est important. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'un des objectifs pour lesquels nous allons nous présenter aux législatives, c'est que si on arrive à présenter, il y a 577 circonscriptions en France, si en juin 2017 on arrive à présenter des candidats dans 577 circonscriptions, ou sans aller nécessairement jusque-là, qu'on arrive à présenter par exemple 450 candidats à travers toute la France, je vous rappelle que si 50 de ces candidats atteignent et dépassent 1% des voix, à ce moment-là, eh bien, nous aurons droit au financement public. C'est la clé, c'est le sésame pour avoir accès au financement public. Et à partir de ce moment-là, je crois de mémoire que l'État verse aux partis politiques quelque chose qui est de l'ordre de 1,30 € ou 1,40 € par voix, par suffrage obtenu, et pas seulement par les 50 candidats ayant atteint et dépassé 1%, mais par tous les candidats. Voilà, donc ça veut dire que c'est un objectif vraiment tout à fait stratégique, parce que bien entendu, ça nous permettrait d'avoir plus de revenus, et notamment de nous payer confortablement des salles, de nous payer une véritable attachée de presse professionnelle, parce que c'est ça qui nous manque. Et alors tout ça, ça a un coût important. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'une des idées pour lesquelles nous voulons aller aux élections législatives. C'est également parce que nous voulons aller aux élections législatives, et plus généralement parce que notre mouvement politique n'est pas là pour enfiler les perles, c'est pas un think tank, c'est un mouvement qui a vocation à changer la politique française, à réorienter profondément la France, que je compte bien aller à l'élection présidentielle de 2017, qui aura lieu en avril et mai 2017, et notamment, selon les rumeurs qui circulent, il y aurait peut-être moins de candidats en 2017 qu'en 2012. Je signale qu'il y avait d'ailleurs moins de candidats en 2012 qu'en 2007. En 2007, il y a eu 12 candidats. En 2012, il n'y en a eu que 10. Et en 2017, il n'y en aura peut-être que 8. Donc l'idée, c'est quand même que je fasse partie de ces 8, de ces 7 ou de ces 9. Voilà. Parce que bien entendu, à partir du moment où je serai candidat à l'élection présidentielle, évidemment, les médias, là, s'ouvriront quand même assez naturellement. Je ne dis pas qu'ils nous feront, comment dirais-je, ça ne sera pas une vallée de roses, mais je pense quand même que nous aurons, d'abord, on aura mécaniquement accès au financement public, oui d'ailleurs, absolument. À partir du moment où on présente les 500 parrainages validés par le Conseil constitutionnel, ça c'est pour la petite histoire, il faut quand même le savoir, immédiatement l'État verse à un candidat, lui verse 180 000 €, pas à moi, c'est pour les frais de campagne, ce qui est d'ailleurs pas énorme. Ensuite prend à sa charge la fabrication de la profession de foi en quadrichromie et des bulletins de vote pour 46 millions d'électeurs, ce qui est quand même énorme, et même 92 millions, puisqu'il y a à la fois les 46 millions qui sont envoyés, plus ceux qui sont, enfin par la poste, plus ceux qui sont présents dans les bureaux de vote. Et je crois aussi que l'État prend à sa charge, me semble-t-il, les affiches. Enfin, l'affiche officielle mise sur les panneaux électoraux. Voilà. Et par ailleurs, pour les frais occasionnés, c'est remboursable jusqu'à hauteur de, je disais de mémoire, de l'ordre de 800 000 €. Hein. Donc ça veut dire que là, on entre dans la cour des grands et que, évidemment, si je peux être candidat à l'élection présidentielle, et je pense que je le serai, eh bien, nous aurons vraiment une notoriété qui devrait vraiment, vraiment être maintenant une notoriété nationale. Alors c'est très très important pour nous, parce qu'à la différence d'autres mouvements politiques qui ont des plafonds, quand vous êtes, je l'ai déjà répété 500 000 fois, ça sera la 500 000e fois, le Front National, par exemple, a un plafond de verre qui a été analysé par tous les sociologues politiques, qui est de l'ordre de 14% des inscrits. Depuis maintenant 43 ans qu'il existe, le Front National n'a jamais atteint 14% des inscrits. Et je répète que le Front National n'augmente pas, contrairement à ce que les gens disent et ce que disent les médias. Il augmente en pourcentage des suffrages exprimés, mais pas en pourcentage des inscrits. Hein.
Donc ça veut dire que le phénomène auquel on assiste actuellement, c'est que de plus en plus aux élections, les gens qui votaient traditionnellement pour l'UMP ou pour le Parti socialiste ou pour le MoDem sont dégoûtés, donc ils ne vont plus voter, mais ils ne vont pas voter pour le Front National. Mais il y a quand même à peu près 85% des Français qui préféreraient se faire couper la main plutôt que d'aller voter pour la famille Le Pen. Voilà, mais donc eux, ils ne vont plus voter, donc l'abstention monte, on atteint des records d'abstention à toutes les élections, 60%. En revanche, les électeurs du Front National, eux, se mobilisent très bien. Donc, ils peuvent atteindre, comme on l'a vu aux européennes, 24% des suffrages, mais 24% des suffrages avec 60% d'abstention. Voilà, et si vous divisez 24 vous multipliez 24 par 0,4, hein, puisque c'est 40% de participation, bah vous verrez que ça ne fait pas un score absolument extraordinaire. Voilà. Il n'y a pas que le Front National, il y a d'autres mouvements politiques, si vous voulez, les gens du NPA, du parti anticapitaliste, le Parti des travailleurs, le Parti communiste français, bah, tout ça, ce sont des partis politiques qui, on sait, qu'ils ne peuvent pas dépasser 5%, 10% des inscrits. Voilà, parce que chaque parti a le droit de se faire plaisir, mais il ne peut pas convaincre tout le monde. Alors que nous, et c'est ça qui est la grande force de notre... Enfin, l'une des grandes forces de notre mouvement, la principale force, c'est qu'on a raison et que nos analyses sont les bonnes. Donc même si on n'est pas... Voilà, la vérité finit toujours par s'imposer, je crois. C'est ça le vrai. Voilà, nous, ça fait quand même... Ça fait 8 ans que je dis que l'euro n'est pas viable. Bon, l'euro n'est pas viable, voilà. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Mais on a, comment dirais-je, on a comme autre force, c'est de pouvoir rassembler des gens de tous les horizons, puisque les gens qui viennent à l'UPR savent pourquoi ils viennent, quels sont les objectifs centraux de notre mouvement, et savent aussi qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur des tas de sujets, hein, sur l'immigration, sur le nucléaire, sur le mariage pour tous, sur ci ou ça, mais les gens sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne veulent pas en parler pour foncer vers l'objectif commun. Voilà. Avez-vous des questions? Ah d'accord, face à la caméra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me dire un dernier mot, peut-être avant de répondre, puis je répondrai aussi aux adhérents qui sont ici présents. Sur quand même l'ensemble de ce déplacement, il y a quand même, nous, ce qu'on va faire pour les élections régionales, c'est qu'on va quand même développer une thématique qui est une thématique régionale, bien entendu, mais on va aussi développer une thématique nationale. Donc on va en profiter pour parler de l'analyse de l'UPR sur les questions régionales et sur les questions nationales, en particulier l'Europe des régions. Et puis s'agissant des élections régionales, pour ici, il y aura des thématiques sur les sujets qui concernent plus particulièrement les réunionnais, hein, sur l'avenir de l'agriculture, la canne à sucre, la filière canne, la nouvelle route du littoral. Donc là, on aura des thématiques. On essaiera de montrer ce que nous, on peut apporter, notamment sur les questions européennes. Plus généralement, je vais repartir pour Paris avec une idée quand même bien ancrée, c'est que la France doit absolument développer ses atouts qui sont l'île de la Réunion, Mayotte, et pas seulement Mayotte, mais aussi les îles éparses hein, qui sont inhabitées, Juan de Nova, Bassas d'India, Europa, les Glorieuses, parce que ça fait finalement de la France, en termes de zone économique exclusive, la grande puissance du sud-ouest de l'océan Indien. La France est quasiment maîtresse du canal de Mozambique, c'est quand même incroyable. Et il faut donc au moment où se développent les grands pôles civilisationnels, notamment dans le cadre des BRICS, vous connaissez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il y a quand même l'Afrique du Sud qui n'est pas loin et l'Inde qui n'est pas loin, avec d'ailleurs une partie de la population réunionnaise qui est elle-même d'origine indienne. On a quand même 2 des 5 BRICS qui sont à distance raisonnable, si j'ose dire, de la Réunion de Mayotte. Bon, et puis la Chine et la Russie sont finalement pas si loin que ça. Donc ça, c'est important, c'est que l'environnement régional devrait être privilégié. Et j'ai l'impression qu'au plus haut niveau de l'État, la réflexion est absolument égale à 0 sur ces sujets. J'ai été quand même assez impressionné de la situation que j'ai trouvée à Mayotte, que j'ai vue à Mayotte, qui est quand même assez démente. Vous connaissez certainement mieux Mayotte que moi, enfin, je suppose. C'est quand même un département où la première chose qu'on voit, c'est que la nuit, il n'y a pas d'éclairage public, il y a des bidonvilles partout, les trucs sont défoncés, et tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai quand même été reçu par des élus locaux, j'ai vu des maires,
J'ai vu des responsables, j'ai parlé avec beaucoup de gens, et tout le monde, absolument tout le monde, tire la sonnette d'alarme sur le pourcentage d'immigrés clandestins. J'ai parlé avec des gendarmes qui me disent qu'il y a plus de la moitié, selon eux, de la population qui est clandestine, et notamment la montée en flèche aussi de la criminalité. Or, ce qui est le plus grave, c'est que on a l'impression que l'État ne fait rien dans ce sujet. Plus exactement, paraît-il que lorsque François Hollande est allé à Mayotte l'année dernière, pendant la semaine où il était là, ils ont mis un Falcon, alors d'un seul coup, les Kwassa étaient tous arrêtés. Ils en prenaient 12 par jour. Donc, comme quoi, on peut quand même arrêter ça. Et puis après ça, au bout d'une semaine, ils ont remarqué le truc. Donc, moi, j'ai parlé à des gendarmes qui étaient quand même... Ils tenaient d'ailleurs un discours que j'ai trouvé extrêmement sensible, parce qu'ils sont sensibles aussi à la détresse des gens qui le voient. Ils m'ont raconté des scènes épouvantables de gens qui meurent en mer. Hein. Donc, il y a quand même au moins 100 personnes qui meurent en mer chaque année. Enfin, c'est horrible. Et que fait l'État ? Moi, j'attends de... Voilà, Monsieur Valls est passé là-bas, après avoir ici dit à l'île de la Réunion que c'était une très belle île du Pacifique. Il est ensuite arrivé à Mayotte pour annoncer qu'il allait mettre 17 gendarmes supplémentaires. Donc les gens sont furieux, et même il n'a pas compris la gravité des événements. Enfin, tout le monde se fait... J'ai vu le maire de Bouéni dans le sud, pourtant c'est le sud protégé. La première chose dont il m'a parlé, c'est ça, c'est que les gens maintenant, c'est quelques heures avant, là, au mont, je sais plus comment, le truc qui... Mont Charon, je sais plus quoi, il y a... Comment ? Chungi, voilà, pardon, excusez-moi. Le mont Chungi, eh bien, il y avait, quelques heures auparavant, un couple qui s'était fait mettre un coucou sous la gorge et qui avait été dévalisé. Et ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas il y a encore 3 mois. Hein. Donc tout le monde tire la sonnette d'alarme là-bas. Alors, c'est certainement des sujets délicats, mais enfin, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur le journal de télévisé de Kwesi, alors je sais qu'ici, je suis à La Réunion, les histoires de Mahorez vous concernent peut-être un peu même, quoique il y a quand même des répercussions aussi sur La Réunion. La France va verser, par l'intermédiaire de l'Union européenne cette année, 45 millions d'euros à Mayotte et 300 millions d'euros au gouvernement néo-nazi de Kiev. Voilà. C'est ça la réalité de l'octroi des financements. Donc moi, il me semble que les 300 millions d'euros qu'on va verser à la junte qui est à Kiev, qui a été placée par les Américains, qui nous entraînent directement à la guerre avec la Russie, sous couvert de fonds européens. Hein. Tout ça, vous connaissez la mécanique des fonds européens. Il me semble que ces 300 millions d'euros cette année auraient intérêt... Comment ? C'est 10. Quoi, 10 ? Qu'on va verser pour le tourisme, c'est pas ça ? Non, mais je dis au total. Au total, il y a une enveloppe de l'État... Parce que j'ai vu le site de la préfecture à Mayotte qui disait qu'il y aurait sur 7 ans 300 et quelques millions, ça fait 350 millions, ça fait donc 48 millions d'euros par an, tout secteur confondu. Et encore, comme tous les fonds dits européens, il faut remplir 3,5 kg de paplard, et il faut avoir des fonds, puis vous avez des fonctionnaires suédois, estoniens ou irlandais, il y a une commissaire danoise qui tord le nez sur... Enfin, c'est du délire, quoi. Bon, et donc, effectivement, il y a 10 millions d'euros pour Mayotte, pour le tourisme sur 7 ans. Enfin, c'est une misère. C'est absolument une misère, alors qu'on donne des fonds énormes pour des pays. J'ai parlé de l'Ukraine, mais la Turquie, on a donné 1 milliard d'euros depuis 8 ans. La France a donné 1 milliard d'euros à la Turquie pour qu'elle entre dans l'Union européenne parce que les États-Unis en ont décidé ainsi. 300 millions d'euros à l'Ukraine cette année parce que les États-Unis veulent faire une guerre à la Russie et donc essayer de lui arracher cet atout-là dans son glacis géopolitique. On a perdu 1 milliard d'euros en refusant de vendre les Mistral, de livrer les Mistral à la Russie. Donc il va falloir qu'on rembourse 1 milliard d'euros à la Russie parce qu'on ne livre pas les Mistral qu'ils ont achetés parce que les États-Unis en ont ainsi décidé. Ben, c'est du délire. La collectivité, enfin les dirigeants français jettent par les fenêtres des milliards d'euros. Et au même moment, je me suis renseigné, mais qu'est-ce qu'on fait pour les Comores ? C'est la dette française au développement, par exemple, qu'ils ont fait, je ne sais pas quoi, ils ont fait depuis Artésien. C'est se foutre de la gueule du monde. Si on veut arrêter l'immigration à Mayotte, il faut certes prendre des mesures de surveillance, mais il faut absolument, en tout cas c'est mon avis, que la France prenne des mesures de développement et de concertation étroite avec le gouvernement de Moroni d'une part, avec le gouvernement de Tananarive d'autre part, parce qu'évidemment, on a des pays parmi les plus pauvres du monde qui lorgnent Mayotte comme si c'était le Saint Graal, enfin l'entrée au paradis. Donc il faut quand même permettre aux gens qui habitent à Anjouan, qui habitent du côté de Nocibé,
à avoir quand même des conditions dignes. Et tout ceci va tout à fait dans le sens, parce que nous sommes cohérents, de ce que nous souhaitons, c'est que la France se réoriente vers ce qui d'ailleurs fait son rayonnement mondial. C'est ce qui nous est livré par l'histoire. Je dis pas que c'est formidable, je dis pas que la colonisation a été un truc génial, voilà, c'est comme ça. On est entre adultes, on prend une situation qui nous a été léguée par un certain nombre de générations qui nous ont précédés. Il n'en demeure pas moins que la France devrait, et puis la situation, je crois, j'y suis jamais allé, mais je crois qu'à Madagascar, la pauvreté est quand même immense. Alors je ne méconnais pas les problèmes qu'il y a, les trucs de corruption, les détournements de fonds, etc. Donc il faut certainement faire preuve de prudence, mais enfin, il faut y aller de l'avant. Et notamment, par exemple, moi, les gendarmes me disaient, les kwassa à Anjouan, ils sortent pas du ciel. Paraît-il qu'il y a des livraisons de moteurs qui font maintenant du 50 chevaux, 80 chevaux, 90 chevaux, flambant neufs, qui leur sont livrés par le Qatar. Décidément, le Qatar, c'est une plaie. Et par la Chine. Et c'est une industrie à Anjouan, il paraît qu'il y a des dizaines de kwassa qui sont prêts à parler. Ça veut dire que les autorités comoriennes sont de la partie dans cette affaire. Donc il faut avoir des conversations au plus haut niveau avec les autorités comoriennes, enfin je crois. Bon, ça ne concerne pas directement la Réunion, mais je voulais quand même l'insister parce qu'il y a quand même aussi des clandestins à la Réunion, je crois, il y en a quelques-uns. Hein, en tout cas des gens qui viennent de Mayotte. En attendant, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment que la France valorise. Alors je crois que c'était l'île Maurice qui était appelée au XVIIIe siècle l'étoile et la clé de la mer des Indes. Il me semble que c'était ça. C'était du temps de Poivre, hein, l'intendant Pierre Poivre, et de Mahé de la Bourdonnais. Ça a bercé mon enfance quand je lisais. Comme tout le monde, Paul et Virginie. Mais il faut que je crois que la France se rende compte et mettre le paquet sur le fait que nous sommes une puissance de l'océan Indien. D'ailleurs, à ce propos, j'étends le sujet, c'est quelque chose que j'ai présenté dans notre programme. Tout le monde s'extasie d'Erasmus, en disant c'est génial Erasmus. Oui, bien sûr, je suis tout à fait favorable à ce que des jeunes Français aillent étudier en Allemagne, en Angleterre, ça c'est très bien. Bon, d'ailleurs, Erasmus, en fait, ils vont aussi étudier aux États-Unis dans le cadre d'Erasmus. Bon. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que ça serait bien de multiplier les échanges entre la métropole et puis les territoires français de l'océan Indien, notamment l'île de la Réunion. Pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, je ne sais pas, des étudiants, enfin des élèves de classe de la Réunion qui viennent en métropole pendant 6 mois ou 3 mois, et puis qu'il y ait aussi réciproquement des métropolitains qui viennent pendant 3 mois ici pour faciliter ces échanges. En fait, on ne parle pas tellement En fait, soyons clairs. En métropole, on ne parle quasiment jamais de la Réunion. À Mayotte, encore moins. On a l'impression que tout le monde s'en fout. C'est quand même dramatique, parce que c'est quand même des concitoyens. La France reste là-bas, elle a maintenant des responsabilités. Donc voilà, c'est là un petit peu cette thématique que je crois qu'il faut qu'on développe. La France, puissance de l'océan Indien. Voilà.